Yoram Manawa, bienvenue donc pour cette cinquième conférence, quatrième conférence de notre cycle AFMI. Donc comme vous avez pu le lire ou l'entendre dans les médias, le sujet de ce soir est très intéressant et c'est un sujet qui n'a pas été réellement, je pense, traité jusqu'à présent. C'est, on va dire, l'avant-CEP. On a eu beaucoup de conférences pendant le CEP, sur l'après-CEP, mais c'est toute la période qui a précédé l'installation du CEP, depuis, ça je vais laisser Jean-Marc un peu préciser le périmètre exact de son exposé. Donc c'est réellement le thème de ce soir, et je remercie en tout cas Jean-Marc Regnault d'avoir accepté notre invitation, puisque ce sont des matériaux relativement neufs. Et donc, comme Jean-Marc me l'a rappelé en arrivant, ce qui est important, puisque c'est un travail d'historien qui est fait ici, il ne s'agit pas d'autre chose que d'histoire, c'est que ces travaux sont issus en fait des recherches qu'il a pu faire dans les années, enfin dans les mois et les années passées, du fait qu'il a eu accès à certaines archives auxquelles on n'avait pas eu accès auparavant et qui lui ont permis de compléter un peu les pièces du puzzle qui était face à nous depuis tant d'années. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans un travail d'historien, il est essentiel qu'il puisse être validé. Et le travail que Jean-Marc a pu faire, et dont nous avons ici une restitution partielle, a été validé par un certain nombre de parutions dans des revues d'histoire, aussi bien des revues d'histoire militaires. Donc sur un sujet comme celui-là, c'est quand même une belle reconnaissance. Donc je vous demande par avance d'applaudir Jean-Marc qui a fait excellent travail. Et je vais donc lui céder la parole sans plus tarder. Donc après la conférence, je vous propose de réserver vos questions pour la partie débat qui suivra l'exposé que va nous faire Jean-Marc. Merci et bonsoir à tous. Moetai a été un peu imprudent en vous demandant d'applaudir parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc on en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Donc je vais surtout axer mon intervention donc sur l'histoire de l'implantation du CEP. Pourquoi la France a-t-elle voulu mettre un centre d'essai en Polynésie française, notamment? Et puis surtout, ce qui va être au cœur de l'exposé, c'est la raison fondamentale. Pourquoi la France a-t-elle voulu se doter de l'arme nucléaire? Voilà. Alors, je vais diviser mon exposé en plusieurs parties qui, je vous préviens, seront très inégales. Donc, une partie concernera le problème de la défense nationale et l'importance des Outre-mer. Et vous comprendrez très rapidement pourquoi la France n'a toujours pas donné l'indépendance à ces territoires du Pacifique. Vous verrez, il y a au moins deux raisons fondamentales à cela, qui se sont conjuguées. Il y aura une partie sur l'énergie des temps modernes, c'est-à-dire le nucléaire. Une autre partie, lorsque la France a décidé de se doter de l'arme nucléaire. En fait, c'est un long processus parce qu'il y avait une telle hostilité en France à cette idée du nucléaire que les gouvernements ont été obligés de ruser jusqu'au moment où les gouvernements ont estimé qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de s'engager dans cette voie. Ensuite, nous verrons pourquoi la France a décidé donc d'implanter les essais en Polynésie française. Et enfin, on fera une sorte de petit patchwork sur De Gaulle, les essais et la Polynésie française, avec quelques citations qui valent leur pesant d'or. Alors, tout d'abord, il faut soulever un problème capital qui s'est posé à la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Vous savez comment la Seconde Guerre mondiale s'est terminée ? Sur le sol français, sur le sol anglais, il y a eu ce qu'on appelle les V1, les V2, hein, ces engins balistiques qui étaient censés faire beaucoup de dégâts. Ils en ont fait moins que les Allemands ne l'espéraient, mais quand même, on sentait bien qu'il y avait là quelque chose qui était en cours et qui aurait pu changer fondamentalement la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi la bombe qui avait éclaté à Hiroshima et à Nagasaki. Et donc, les responsables politiques et militaires étaient obligés de prendre en compte toutes ces transformations. C'est résumé ici dans un rapport qui a été établi par le célèbre maréchal Juin en 1946. Donc la guerre est à peine finie, hein, puisque les bombes sont tombées sur Hiroshima peu de temps avant. Et il dit ceci, le territoire métropolitain dont les couvertures naturelles n'ont cessé de perdre de leur valeur au cours de ces dernières années devant les progrès des moteurs et l'allongement des trajectoires, n'était plus donc une garantie de survie de la nation. Bon, si je reprends le texte un petit peu, il parle des couvertures naturelles. Bon, les couvertures naturelles, c'est les Alpes, les Pyrénées, le Rhin, des choses comme ça. Bon, il est évident que ce qu'on appelait autrefois les frontières naturelles ne représentent plus rien à une époque où on fait passer les fusées, les avions bien au-dessus des montagnes, et où, naturellement, il faut bien prendre conscience que si un nouveau conflit reprend, eh bien, la France ne sera plus protégée. Bon, les États-Unis étaient encore protégés parce qu'ils sont loin de tout, hein, mais la France, par rapport à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, à la Russie même, enfin à l'URSS, la proximité est telle que donc le territoire métropolitain, vous voyez, n'a plus de garantie de survie. Alors, conclusion logique, eh bien, c'est l'importance des Outre-mer qui apparaissent alors. Et par exemple, en 1949, le Comité de défense nationale a souligné que les territoires d'outre-mer et zones stratégiques hors métropole représentent pour la France un élément de force et de continuité particulièrement important. C'est-à-dire que là se dessine chez les responsables militaires l'idée que, eh bien, s'il y a une prochaine guerre, un général X, Y, Z, c'est pas à Londres qu'il devra aller, mais c'est beaucoup plus loin, et profiter, eh bien, des éléments que la France possède, donc certains territoires d'outre-mer. Alors attention, hein, à l'époque, les territoires d'outre-mer, ce sont toutes les anciennes colonies, hein, c'est-à-dire aussi bien le Sénégal, Madagascar, mais aussi, donc, bien sûr, les EFO à l'époque, hein, notre FENUA, ou la Nouvelle-Calédonie. Donc, vous voyez qu'au plus haut niveau, parce qu'il faut bien savoir de quoi je parle, hein, le Comité de défense nationale, à l'époque, c'est un comité ultra secret qui réunit le président de la République, le président du Conseil, on l'appelait comme ça le Premier ministre à l'époque, le ministre de la Défense, quelques ministres concernés et les grands chefs d'état-major. Donc, ils ont pris conscience que si un nouveau conflit éclate, eh bien, on ne peut plus trop compter, on ne peut plus vraiment défendre la France, peut-être, hein, et que la zone de repli, peut-être, hein, ce sera donc l'outre-mer, qui sera donc particulièrement important. Voilà un homme, Georges Bidault, qui, à l'époque où je mets sa citation, est président du Conseil, donc je répète, Premier ministre. Je vous signale qu'il a été
après le départ du général de Gaulle en 1946, il a été pendant plusieurs mois le remplaçant du général de Gaulle, c'est-à-dire qu'il était en fait, pendant presque 8 mois, je crois, il a été chef d'État. Bon, on était dans le provisoire, donc il n'avait pas le titre de président de la République, mais il était donc le chef suprême, si vous voulez. Donc, c'est pas n'importe qui. Alors, voilà ce qu'il déclare, là aussi, devant un comité de défense. La France ne peut consentir à abandonner un morceau de son héritage, sans quoi tout l'héritage risquerait d'être perdu. Alors, ce qu'il appelle l'héritage, ce sont les anciennes colonies, qui ont changé de nom, on ne les appelle plus comme ça, mais c'est pas parce qu'on a enlevé l'appellation colonie que la réalité coloniale n'existe plus. C'est comme je disais toujours à mes étudiants, c'est comme la femme de ménage qu'on appelle maintenant la technicienne de surface. Je ne sais pas si les conditions de son travail ont beaucoup évolué, ou son traitement, avec le changement d'appellation. Donc, l'idée qui est dans la tête donc, des principaux responsables de l'État, c'est que la France a eu la chance d'avoir un empire colonial, qu'elle domine encore, et qu'il faut surtout ne rien lâcher, parce que si on lâche un territoire, tous les autres vont vouloir partir. C'est ce qu'on appelle la théorie des dominos, c'est-à-dire cette théorie qui veut que si jamais on lâche quelque chose, eh bien l'adversaire va continuer, et puis finalement on perdra. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans les années 50, l'outre-mer prend une importance qui n'est pas seulement le baratin qu'on entend quelquefois chez les hommes politiques d'aujourd'hui. Ah, la France, elle est présente sur 3 océans, 4 océans, je ne sais plus. Elle a tant de millions de kilomètres carrés, etc. Oh, comme c'est beau. Non, c'est pas du folklore, c'est pas du rêve. C'est quelque chose de bien concret dans l'esprit des responsables politiques. L'outre-mer, c'est vraiment vital pour la défense de la France. Vous comprenez bien que, du coup, toute tentative de décolonisation était quasiment vouée à l'échec. Et peu d'hommes politiques étaient capables de voir plus loin que le bout de leur nez, si je puis dire. Par exemple, dans le même conseil de défense, il y a François Mitterrand qui est à l'époque ministre de l'Outre-mer et qui à l'époque n'est pas encore socialiste, s'il l'a jamais été, dirait Michel Rocard. François Mitterrand est quand même à peu près le seul qui dit mais attention, qu'est-ce que vous nous racontez là ? Vous voyez ce que c'est que l'Empire français ? Vous croyez qu'on a les moyens de le défendre ? Vous croyez qu'on peut être présent partout depuis Pitcairn, depuis Clipperton jusque Madagascar et puis partout? Non, il dit non. Donc, dit-il, il faut raisonner un peu plus intelligemment et tenter de comprendre les problèmes de l'outre-mer, comprendre les problèmes des élites qui veulent s'émanciper, et il invite à ne pas avoir cette attitude rigide. Mais il est bien seul. Bien seul. Là, ici, j'ai une citation du général de Gaulle que l'on trouve dans les archives de ce qu'on appelle sous la Ve République, non plus le Comité de défense nationale, mais le Conseil de défense. Alors, le Conseil de défense, c'est un organisme présidé par le président de la République qui se réunit de temps en temps. En ce moment, il se réunit presque toutes les semaines, à chaque fois que se pose une question grave de défense du territoire. Et les archives du Conseil de défense sont ultra secrètes. Pratiquement, elles sont inaccessibles. Alors, j'ai eu la chance
qu'en 2012, le président Sarkozy, cherchant des voix en Polynésie, il n'est pas le seul à chercher des voix en Polynésie en ce moment, il a dit il a parlé de l'affaire Pouvana et il a dit « J'ouvrirai les archives aux historiens ». Vous pensez que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que j'ai naturellement, dès le lendemain, entrepris les démarches. Et je suis allé très très loin dans mes demandes et je suis allé jusqu'à demander à consulter le Conseil de défense. J'ai pu le faire dans des conditions un peu difficiles. C'était dans un bureau. Il y avait en face de moi le chef de service et je pouvais simplement consulter les archives et noter au crayon simplement un certain nombre de choses. Je n'avais pas droit aux photocopies et donc j'étais étroitement surveillé en même temps. Bon, j'ai eu beaucoup de documents intéressants, à l'exception de quelques documents sur lesquels il y avait, en fait, c'était des photocopies et on avait blancoté une partie des documents. Donc je n'ai pas tout eu, mais quand même j'en ai eu qui étaient particulièrement intéressants. Alors pour vous dire à quel point le Conseil de défense c'est quelque chose de secret et de difficile d'accès, il y a 3 mois, avec le cinéaste Jacques Navarro, on est en train de faire un documentaire sur la réhabilitation de Pouvana. Et donc je dis on va aller au Conseil de défense et puis on va filmer au moins l'endroit. On s'est amené avec la caméra, on a été vidé, mais alors vidé de chez vidé, on n'a même pas pu approcher à 20 mètres du bâtiment. Bon. Alors, entre autres choses, là-dedans, vous verrez qu'on a trouvé des choses vraiment très intéressantes, mais j'ai trouvé une phrase du général de Gaulle qui n'était pas connue. Il l'a répété dans d'autres conseils de défense, il dit ceci. L'existence de terres françaises, situées au plus loin des océans, peu sensibles à n'importe quel coup, nous met à même de résister. Ainsi, grâce à la dispersion, surviendrait l'élément grâce auquel le pays pourrait reprendre une première consistance. Traduction. En cas de guerre, la métropole est rasée. Eh bien, pour reconstituer la France, c'est pas à Londres, c'est pas au Québec qu'il faut aller, c'est à Nouméa ou à Papeete. Bon. Et cette notion donc de France dispersée, vous verrez, elle est très importante. Et vous comprendrez aussi, là encore, pourquoi le général de Gaulle s'est débarrassé de l'Afrique en grande partie, non sans garder des bases, mais il a refusé de se séparer donc de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, pour des raisons que vous allez comprendre rapidement. Donc, vous voyez, tout se conjugue pour faire de l'outre-mer un élément capital. Alors, après la guerre, il est apparu que l'énergie des temps modernes, ce serait le nucléaire. Et c'est ainsi que le général de Gaulle, à peine installé donc en France, a créé le commissariat à l'énergie atomique, qu'on appelle le CEA, avec un très grand scientifique, Frédéric Joliot-Curie, qui était le fils de Pierre et Marie Curie, et qui était communisant ou communiste. Bon. C'était un savant, et lui, ce qu'il voyait dans ce poste, c'était les objectifs du CEA, c'est-à-dire utiliser le nucléaire dans les sciences, médicales par exemple, dans l'industrie pour l'électricité, accessoirement, en tout cas pour lui, pour la défense nationale. Bon, l'objectif du CEA, à l'origine, certes, c'était bien ces 3 objectifs, mais le 3e, en 1945, passe tout à fait à l'arrière-plan, parce qu'on n'est pas prêt, ni techniquement, ni comment dirais-je, financièrement, à pouvoir financer ça. Et surtout, on sait qu'il y aura une hostilité profonde à cette installation. Alors, l'énergie des temps modernes, mais très rapidement, il a fallu
Peut-être installer nos amis là, peut-être ici là. Il y a des places là-bas. Très rapidement, quand même, au sein du CEA, on s'est aperçu qu'il fallait réfléchir à doter la France, un jour ou l'autre, de l'arme nucléaire. Et quand Joliot-Curie s'est rendu compte qu'on allait orienter ses recherches vers la bombe nucléaire, il a démissionné et il a été remplacé par le professeur Francis Perrin, qui n'était pas trop chaud non plus au départ pour se lancer dans le nucléaire, mais qui progressivement, je dirais, y prendra goût. Fin octobre 1954, on a créé au sein du CEA un comité des explosifs nucléaires. Alors, entendez par là, c'était un comité secret, ça n'avait pas été diffusé, entendez par là que des savants vont être chargés de réfléchir à la question, et notamment le professeur Yves Rocard, le père de Michel. Quant aux politiques, comme Pierre Mendès France, qui a été un des plus brillants présidents du Conseil de la IVe République, même s'il ne l'a pas été longtemps, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que si on n'a pas la bombe, on n'est rien dans les négociations internationales. C'est-à-dire, il avait pris conscience que la France n'était plus grand-chose sur le plan international, du fait de son armement désuet, et que, on traitait la France à la légère dans les grandes réunions. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arme nucléaire ? Aussi curieux que ça puisse paraître, l'arme nucléaire, tout au moins dans l'idée des concepteurs, elle a été créée pour qu'on ne s'en serve pas. L'idée peut paraître un peu étonnante, mais l'idée c'est que plus on aura une arme nucléaire puissante, moins on aura à s'en servir. En effet, il y a ce qu'on appelle le principe de la dissuasion nucléaire. Alors, c'est très simple à comprendre. Vous imaginez Paris, vous imaginez Moscou. Alors, à Moscou, on a beaucoup plus d'armes nucléaires qu'en France. Bon, si en France, on apprend que les soviétiques vont lancer une bombe sur Paris, on sait que Paris sera détruit. Et non seulement Paris, mais une bonne partie de la France. Oui, mais la France, elle a une bombinette atomique. Mais si elle la lance sur une ville soviétique, elle fait 1 ou 2 ou 3 millions de morts. C'est-à-dire que le général de Gaulle avait utilisé une image. Il est venu ici en 1956, mais avant qu'il prenne le bateau pour venir à Tahiti, un général lui avait expliqué le principe de la dissuasion nucléaire. Et de Gaulle avait eu cette formule assez intéressante. Il suffit donc que je puisse arracher un bras à mon adversaire. Donc je ne vais pas pouvoir tuer mon adversaire, mais je peux lui arracher un bras. Et le fait que je sois capable de lui arracher un bras, ça va le dissuader de me liquider moi. Vous comprenez le principe, hein ? Ce qui fait que on a aussi appelé... Donc voilà pourquoi on dit la dissuasion nucléaire, c'est une arme dissuasive. C'est aussi ce qu'on appelle la réponse du faible au fort. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous un adversaire ultra puissant, mais si vous êtes capable de faire un certain nombre de dégâts, eh bien, vous paralysez le fort. Sauf si le fort considère qu'il n'en a rien à foutre qu'il y ait 30 millions de morts dans son pays. Ça peut arriver. Hein ? Et peut-être qu'un certain nombre d'États, aujourd'hui, en sont peut-être à ce type de raisonnement. Alors, pour que la France se dote de l'arme nucléaire, il y avait des pressions. Alors, les pressions, naturellement, des militaires,
de certains diplomates, de certains hommes politiques. Et puis il y avait des résistances, mais des résistances très fortes à l'époque. Les résistances des communistes, qui représentent quand même à l'époque entre 20 et 25% de l'électorat. Une bonne partie des socialistes sont également antinucléaires. Une partie des partis plus ou moins chrétiens-démocrates sont également contre le nucléaire. Vous avez les pacifistes de tout poil, c'est-à-dire, je dis de tout poil, c'est pas péjoratif, simplement il y a des pacifistes qui sont plutôt communistes ou qui ne sont pas du tout communistes, qui n'ont aucun courant religieux ou politique. Vous avez en première ligne les églises protestantes. Bon, l'Église catholique a aussi fait un certain nombre de déclarations, mais fort timides, au moins dans un premier temps. Vous avez des scientifiques qui résistent à l'arme nucléaire en mettant en avant les dangers que représentait le nucléaire. C'est le cas notamment de Jean Rostand, le célèbre biologiste, qui est intervenu d'ailleurs à plusieurs reprises en Polynésie. Et puis vous avez l'opinion publique qui n'a pas envie que la France ait cette bombe. Alors, tout a changé quelques semaines après le départ du général de Gaulle dans son voyage. Il est venu ici, il est allé en Nouvelle-Calédonie, et puis il a continué vers Djibouti. Et quelques temps après, éclate ce qu'on appelle la crise de Suez. Bon, c'était lié à l'affaire du canal de Suez. Le colonel Nasser a nationalisé le canal qui était la possession donc d'un groupe anglo-français économique. Et la France et l'Angleterre décident d'aller reprendre le canal de Suez en attaquant donc le colonel Nasser. Mais les Américains, comme les Soviétiques, interviennent en disant non, vous n'avez pas à faire ça. Et quant aux Soviétiques, ils menacent Londres et Paris d'envoyer une bombe. En réalité, on sait aujourd'hui qu'à l'époque, leurs engins ne pouvaient pas atteindre ni Paris ni Londres. Il y a encore quelques... Voilà. Bon. Donc, mais enfin, toujours est-il qu'il y a eu une prise de conscience que la France n'était décidément plus une grande puissance et qu'elle dépendait entièrement de la protection américaine au cas où elle serait attaquée. Mais le général de Gaulle, qui à l'époque n'était rien politiquement, mais lui et puis d'autres raisonnaient de la façon suivante. Bon, les Américains, ils nous ont aidés pendant la Première Guerre mondiale. Mais ils sont arrivés quand ? En 1917. Donc ils ont attendu 3 ans avant d'intervenir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors il faudra que vous preniez quelques-uns sur les genoux. En la Seconde Guerre mondiale, il a fallu attendre Pearl Harbor pour que les Américains se décident à intervenir. Et beaucoup de stratèges en France comme en Angleterre ont fait le raisonnement suivant. Est-ce que les Américains seraient vraiment décidés à affronter l'Union soviétique dans une guerre atomique pour les beaux yeux de la France et de la reine d'Angleterre, qui à l'époque avait de beaux yeux, il faut l'avouer. Bon, donc les responsables politiques et militaires ont estimé, alors ça vous aurez votre propre estimation, ont estimé qu'il fallait de façon vitale corriger cette situation. Donc qu'il fallait se doter d'une arme nucléaire, à la fois pour que la France redevienne une grande puissance, mais surtout qu'elle ne dépende de personne. Alors, les Français
en tout cas les responsables politiques et militaires, ont été affolés par ce qui s'est passé avec l'affaire de Suez. Et un comité de défense se réunit donc un mois et demi après l'arrêt de cette affaire. Les Français et les Anglais rapatrient leurs troupes et ils font étudier scientifiquement ce que deviendrait la France en cas d'attaque nucléaire soviétique. Et si vous lisez ça, c'est apocalyptique. Dans une première phase simplement, on estimait qu'il y aurait entre 1,2 et 8 millions de morts, 2 millions de personnes à traiter et des destructions mettant à mal la survie des rescapés. C'est-à-dire, l'eau n'est plus potable, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de routes, il n'y a plus de ponts. Et donc, la survie de la France est en jeu. D'où l'intérêt de la France dispersée dont je parlais tout à l'heure, cette France dispersée, c'est-à-dire donc l'outre-mer français. Donc vous voyez que se conjugue tout le temps cette idée que l'outre-mer, c'est quand même un poids considérable pour la France. Alors les réactions ont été extrêmement rapides de la part des dirigeants français. Donc le 30 novembre 1956, donc 15 jours après la fin de l'affaire de Suez, le CEA est chargé des études préparatoires aux explosions atomiques. Alors cette fois, avec vraiment un cahier des charges. Le 5 décembre 1956, un décret secret crée un comité des applications militaires de l'énergie atomique. Et surtout, et pour nous, vous allez voir que c'est capital, la France demande au général Ayret d'établir un rapport. Puisque nous avons besoin de faire des essais nucléaires, où allons-nous les faire? Alors, le général Ayret rend son rapport fin janvier 1957, et que dit-il? Il dit, après avoir bien réfléchi, il y a 2 endroits au monde où la France est capable de faire des essais nucléaires, le Sahara et les Tuamotu. Ailleurs, c'est pas la peine, dit-il. C'est pas sérieux. Alors, voilà ce qu'il dit. Manifestement, dans son rapport, on voit que les Tuamotu l'intéressent plus que le Sahara. On verra pourquoi après. Mais il dit dans son rapport, les Tuamotu, oui, d'accord, mais premièrement, il n'y a pas d'aéroport en Polynésie, enfin dans les EFO à l'époque, il n'y a pas d'aéroport. Donc, s'il n'y a pas d'aéroport, on ne peut pas créer un centre d'essai nucléaire. Et deuxièmement, dans l'état technique de l'aviation, les avions qui seraient donc dotés de matériel ultra secret militaire, etc., ne pourraient pas passer par les États-Unis, mais par le canal de Panama, au-dessus du canal de Panama, et les avions qui partiraient donc de la Guyane n'auraient une autonomie de vol que 6 mois par an seulement quand les vents sont favorables. Donc il dit, pour le moment, donc on ne peut pas les faire au Tuamotu, et il dit, on les fera donc au Sahara, mais il ajoute, du moins, jusqu'à ce qu'on procède à des essais thermonucléaires. Alors, quand on veut faire une bombe atomique, autant qu'elle marche bien, autant qu'elle soit puissante. Or, la bombe atomique, c'est de la bombinette, si vous voulez. Malheureusement, la bombe thermonucléaire, ça pourra faire beaucoup plus peur encore. Et le général Ayret laisse entendre que, au Sahara, il ne sera techniquement pas possible de faire des essais thermonucléaires. Donc il dit, pour l'instant, on ne peut pas les faire au Tuamotu, du moins tant qu'on ne procède pas
aux essais thermonucléaires. Bon, à l'époque, c'est renvoyé à beaucoup plus tard, puisque le rapport est de janvier 1957 et le premier essai thermonucléaire a lieu en août 1968. Donc vous voyez, il voyait loin, mais dans l'état actuel des choses, c'était pas trop urgent de venir au Tuamotu. Alors, là encore, les choses sont allées très vite. Quelques jours après son rapport, il est nommé chef des essais nucléaires à venir. Donc, on va commencer tout de suite à s'intéresser donc à des régions du Sahara. Où pourra-t-on faire cela? Et c'est lui, donc le général Ayre, qui est chargé de ça. Alors, les 7 et 15 mai 1957, donc vous voyez, rapport Ayre fin janvier, février, mars, avril, mai. 4 mois plus tard, un comité interministériel décide de la construction de l'aéroport de Tahiti-Faaa, que jusque-là, on ne pouvait pas construire parce qu'il n'y avait pas l'argent pour ça. Et là, d'un seul coup, comme par hasard, le général Ayre donne son rapport et moins de 4 mois plus tard, on décide de créer un aéroport et vous verrez dans quelles conditions. Le 23 juillet 1957, le choix de Reagan est arrêté et donc les travaux commencent. Alors, le gouvernement de la 4e République est aux abois. L'affaire d'Algérie est en train de miner complètement le régime, mais néanmoins, un mois avant le retour au pouvoir du général de Gaulle, le gouvernement français décide on procédera aux essais nucléaires début 1960. Donc on est en 1958, les travaux ont déjà commencé à Reagan, et on programme donc les premiers essais début 60. Quelques jours après, le général Ayre envoie une note aux services différents de l'armée en disant qu'on ne pourra pas maintenir les sites sahariens parce que vraisemblablement, dit-il, on perdra l'Algérie, ou ensuite les conditions que l'on va mettre en faisant les essais, on va tellement énerver et agacer les territoires africains qu'ils vont se mobiliser et on ne pourra pas continuer vraiment au Sahara. Donc il dit, 18 avril 1958, il faut reprendre les études sur les sites d'outre-mer. Et les études, c'est quoi? C'est son rapport. C'est-à-dire qu'avant même le retour au pouvoir du général de Gaulle, il dit attention, le Sahara, c'est pas sûr qu'on puisse vraiment y faire des essais, donc il faut repenser à mon rapport et à ce que j'ai dit sur les Tuamotu. Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, une des premières décisions qu'il prend, ça fait 1 mois et demi qu'il est revenu au pouvoir, il confirme la décision du 11 avril, mais cette fois, il l'a fait passer dans la sphère publique, c'est-à-dire qu'il avertit les journaux que la France est décidée donc, à se doter de cette arme nucléaire. Et là, dans le contexte de l'époque, les Français, même opposés au nucléaire, ont d'autres préoccupations. Il faut finir la guerre d'Algérie, les enfants sont tués régulièrement, on les enterre le dimanche matin dans les églises des villages de France, il y a la Constitution qu'il faut changer, et puis le général de Gaulle promet que la France va devenir grande, merveilleuse, formidable, et lui étant au pouvoir. Voilà. Alors, ce qui est important aussi à voir, c'est que de Gaulle était persuadé qu'il y aurait une 3e guerre mondiale. Donc, il faut se mettre, pas question de le défendre, mais il faut se mettre, pour comprendre les choses, dans la tête des gens. Alors, lui, il est au pouvoir et il est persuadé donc que la 3e guerre mondiale va éclater prochainement et que donc la France ne pourra pas éviter des destructions massives. Et donc ça, c'est important à comprendre.
L'arme nucléaire, dit-il, doit garantir l'indépendance de la France, mais pas seulement son indépendance, mais aussi sa grandeur. Un des mots clés pour comprendre le général de Gaulle, c'est une expression qu'il utilise souvent, la grandeur. Quand il rédige ses mémoires, il commence en disant « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France », et il dit qu'il ne conçoit la France que dans la grandeur. Et la société française doit donc se préparer aux fêtes nucléaires avec un débat qui est désormais public, et surtout, contre tous ceux qui émettent des protestations, il affiche une détermination totale, qui se traduit d'ailleurs par ceci. C'est que les militaires, à un moment donné, se sont demandé si, donc, puisqu'on ne pourra pas les faire longtemps au Sahara, puisque les Tuamotu, c'est vraiment très loin et qu'on n'a ni la technique, ni les conditions qu'il faut, etc., eh bien, les militaires ont fait des recherches dans les Alpes françaises. Vous voyez là, pour une carte, je ne sais pas si vous voyez de très loin, vous avez la frontière italienne, et puis vous avez différents sites qui ont été recherchés. Alors, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je suis un peu maudit, vous savez, parce que je suis venu m'installer ici en 1984, mais les années qui ont précédé, vous savez où j'allais passer mes vacances ? Bien, précisément dans les vallées où la France avait cherché à installer des essais nucléaires. Bon, ils ne l'ont pas fait finalement, heureusement, parce que quand on voit la beauté de ces vallées, se dire que ça aurait pu être des sièges d'essais, c'est assez incroyable. Bon, on verra pourquoi ça ne se fait pas finalement et qu'il faudra revenir au Tuamotu. Alors, nous arrivons maintenant donc à la décision ou la marche vers l'implantation des essais en Polynésie française. Lorsque le premier essai a lieu au Sahara, le 13 février 1960, comme l'avait prévu donc le gouvernement français, mais en 1960, on sait très bien que la guerre d'Algérie se terminera par la perte de l'Algérie. Alors on pourra toujours négocier avec l'Algérie en disant on va garder le Sahara encore quelques années, mais tous les gens intelligents de l'époque savent que le Sahara, c'est fini. Donc on va l'utiliser encore quelques années, mais c'est provisoire. Et puis surtout, il y a des problèmes techniques et politiques au Sahara. Problème technique, c'est que les roches du Sahara ne permettent pas de faire des essais de grande puissance. Plusieurs fois, il y a eu des accidents. Il y a même deux ministres plutôt, qui ont pris en pleine figure des retombées nucléaires, dont l'un est mort d'un cancer quelques années après, et l'autre a survécu jusqu'à 93 ans. Bon, comme quoi, ça touche l'un, ça touche pas l'autre. Mais donc il y avait des problèmes techniques, l'impossibilité de faire des tirs de grande puissance, et encore même aurait-on fait des explosions aériennes de grande puissance, bien, compte tenu de l'environnement saharien, ça retombait sur le Maroc, la Mauritanie, le Niger et d'autres pays, ce qui fait que, voilà, il y a encore de la place là-bas. Ce qui fait que, politiquement, aussi, on savait bien qu'on ne pourrait pas continuer longtemps. Et puis se posait donc le problème de la crédibilité de la dissuasion avec l'arme la plus puissante possible, le thermonucléaire, c'est-à-dire que dès février 60, eh bien, on se dit il faudra aller plus loin dans les essais, dans les études, pour arriver donc au thermonucléaire. Et là, le thermonucléaire, il n'y a pas 36 solutions, on ne les fera pas au Sahara. Donc, où les fera-t-on ? Alors, voilà un document. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des archives du Conseil de défense. Donc, imaginez la scène. Je vous l'ai décrite tout à l'heure. Je suis assis à un bureau. En face de moi, il y a le chef de service qui travaille, mais en même temps me regarde et me contrôle.
Je feuillette, je prends des notes, et à un moment donné, je lève la tête et je lui dis « Monsieur, je viens de trouver le document que je cherchais depuis 20 ans. » Montrez. Et le document est le suivant. Le 12 novembre 1958, il y a un conseil de défense. Alors, je fais appel un petit peu à votre sens de la chronologie. 12 novembre 1958, ça fait 1 mois exactement que Pouvana est arrêté. Bon. Alors, discussion au sein du Conseil de défense. Donc, les principaux ministres du général de Gaulle, les chefs d'état-major, les responsables du CEA, et la discussion vient donc justement sur ce problème. Est-ce que le Sahara... Donc on n'a pas encore tiré à l'époque, mais les gens sont en train de phosphorer. Est-ce que le Sahara, c'est le bon endroit pour faire les essais atomiques ? Et la discussion s'engage, et donc entre les ministres et les militaires et les techniciens, et la conclusion qui apparaît, c'est que non, le Sahara, ça ne marchera pas. On va faire quelques essais, mais fondamentalement, il faut passer à autre chose. Et c'est là que le ministre bien connu qui s'appelait Maurice Couve de Murville, le grand ministre des Affaires étrangères, pose la question au directeur du CEA. Il dit « Mais alors, quand on fera les essais de grande puissance, où va-t-on les faire ?» Et Francis Perrin dit « Le Sahara devra être remplacé par une île du Pacifique. » Voilà. Et on est le 12 novembre 1958, 1 mois après l'arrestation de Pouvana. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est le document capital, si vous voulez, pour comprendre l'histoire du CEP en Polynésie. La preuve, c'est qu'au cours de l'année 1959, il y a un ingénieur qui s'appelle Guggenheim qui est chargé de chercher des sites d'essai, et notamment, il explore les Tuamotu du Sud qui ont manifestement sa préférence. Alors, maintenant, je peux affirmer la chose suivante. Et mes détracteurs peuvent toujours aller se rhabiller, parce qu'on a quand même du biscuit, on a les documents. C'est d'un acte prémédité que l'implantation des essais en Polynésie française. Alors, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, pour résumer ma pensée. Le rapport du général Ayré, janvier 1957. La décision de créer l'aéroport, mai 1957. Alors, dans ma pérégrination là, pour les archives, j'ai eu accès, j'ai demandé à avoir accès aux archives diplomatiques qui sont situées à la Courneuve, près de Paris. Et je suis donc tombé, en 2013, je suis tombé sur le verbatim de ce fameux conseil interministériel qui décidait de l'aéroport. Jusque-là, je savais qu'il avait eu lieu et qu'on avait décidé cette construction, je n'avais pas eu accès au verbatim. Alors, c'est assez intéressant et c'est même à la limite rigolo. Vous avez des gens, doctes personnages, qui disent « Ah oui, il faut absolument un aéroport en Polynésie pour attirer les touristes, pour le commerce, pour ceci, pour cela, etc. » Et puis, alors, le directeur de l'aviation civile lance cette formule « L'aéroport de Faa'a, dont la réalisation est prévue davantage pour des motifs d'ordre politique général que pour des motifs de transport aérien. » Et il ajoute « Les touristes resteront longtemps en faible nombre. » Autrement dit, pourquoi on a construit l'aéroport ? Ben, vous avez la réponse, pour des motifs d'ordre politique général. Qu'est-ce que vous en concluez ? Si ce n'est que l'aéroport a bel et bien été fait pour permettre l'implantation du CEP. Il n'y a pas d'autre hypothèse possible. Ici, il y a d'autres hypothèses. Oui. Il y en avait qui étaient pour qu'on le fasse en Corse ou en Bretagne.
Oui, Ouais. oui, ça, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. J'avais parlé des Alpes, je n'ai pas parlé de la Corse ou des Pyrénées, même, c'était aussi des recherches. Mais là, en 1961, en 60-61, on n'est plus là. Il est bien entendu que il y a une nécessité absolue, c'est de faire les essais dans une île du Pacifique, et en particulier donc en Polynésie. Et vous voyez que, par exemple, quand on a décidé de créer l'aéroport en mai 1957, on a mis le paquet pour que 4 ans plus tard, l'inauguration puisse se faire. Or, c'était un travail absolument considérable. Il a fallu remblayer donc le lagon. Il a fallu faire venir des entreprises extérieures au pays. Il a fallu utiliser des moyens techniques absolument considérables. Ça a coûté des fortunes. Ça a coûté des fortunes. Et il y a un gouverneur qui, dans un des rapports qu'il rédige en 1959, dit la chose, non, un peu plus tard, après l'inauguration. Il dit, vous savez, ce que la France fait en Polynésie, c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'elle fait, elle le rate. On a construit un hôpital, mais on a fait des ouvertures de portes qui ne permettaient pas au lit de passer. Tout est nul, sauf, dit-il, la construction de l'aéroport. Donc, autrement dit, les malades de Polynésie, on s'en foutait, et vous croyez qu'on a fait un aéroport pour les touristes ? Bon, il y avait évidemment d'autres objectifs. Et puis, je vous rappelle donc la phrase de Francis Perrin, qui confirme donc en 1958. Alors Francis Perrin était en liaison permanente avec le général Ayret. Donc, il savait que le rapport du général Ayret concluait qu'il faudrait aller au Tuamotu. Alors il se contente d'un terme vague, il dit une île du Pacifique ou les Kerguelen, ajoute-t-il, mais les Kerguelen, techniquement, c'était totalement impossible. Donc, voilà, on a là les éléments qui permettent de dire c'est un acte prémédité. Et quand le CEP va être installé officiellement en 1962, il ne fait jamais que entériner tout ce qui avait été prévu dès janvier 1957 par le général Ayret. Alors, bien sûr, quand le général de Gaulle et son gouvernement ont décidé d'abandonner le Sahara, ils ont confié à l'armée la recherche d'éléments là où ça pourrait être le plus intéressant. Alors, vous savez, les militaires ont tendance à chercher un plan A, un plan B, plus un plan C éventuellement. En l'occurrence, pour les essais, c'est un plan T. Bon, enfin, ça, c'est mauvais humour. Et donc, on a cherché à Rapa, aux îles sous le vent, par exemple à Bellingshausen, on a cherché, aux Marquises et dans les Tuamotu. Alors, j'ai longuement détaillé dans les livres que j'ai écrits j'ai longuement détaillé donc la recherche dans les différentes îles de la Polynésie. Mais en fait, on est revenu donc au point initial du général Ayret, c'est les Tuamotu du Sud qui sont intéressantes. Et le choix final est arrêté par les techniciens en juin 1962, et le 27 juillet 1962, le Conseil de défense décide officiellement du transfert des essais nucléaires en Polynésie française. Mais vous voyez, cette date officielle ne fait qu'entériner donc une longue préparation. Alors, le 3 janvier 1963, le général de Gaulle annonce aux élus polynésiens « Vous êtes venus me voir, chers amis, parce que vous n'avez plus d'argent, parce que vos ressources s'effondrent, la nacre vaut plus rien, le phosphate, il n'y en a bientôt plus, le coco, ça vaut plus rien, vous êtes concurrencés par les Malgaches et par d'autres gens. Donc, dit-il, eh bien, moi, j'ai pensé à vous
Eh bien, je vous donne un centre d'essai nucléaire. Les élus, merci mon général, pour la plupart. Très rapidement, donc en mai 63, les travaux ont débuté à Mororoa et le premier essai a eu lieu le 2 juillet 66, tandis que le premier essai thermonucléaire a eu lieu le 24 août 68. Alors j'ai entendu le 2 juillet dernier sur une radio, oui, aujourd'hui nous fêtons le 50e anniversaire du premier essai thermonucléaire. Bon, c'était une erreur d'appréciation. Les premiers essais n'étaient pas des tirs thermonucléaires. Alors, revenons un petit peu sur un épisode qui est assez connu, c'est celui du voyage du général de Gaulle et du discours qu'il a prononcé le 30 août 1956. Et à partir de ce discours, on a beaucoup phosphoré et beaucoup dit de choses inexactes. Alors, de Gaulle avait eu cette phrase, il n'y a que de Gaulle pour dire des choses comme ça, parce qu'il faut l'imaginer, 2 mètres de haut, des grands bras, sa tenue, disant Tahiti, là où elle est, entourée des immensités invulnérables de l'océan, Tahiti peut être demain un refuge et un centre d'action pour la civilisation tout entière. Alors, à partir de là, certains ont imaginé qu'en venant donc ici, de Gaulle a imaginé déjà... Il y a encore des chaises là. Donc certains ont pensé que de Gaulle imaginait déjà, en 1956, qu'on ferait des essais nucléaires en Polynésie française. Or, quand on regarde ces autres discours et qu'on regarde la chronologie, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas du tout ça qu'il a dit. Mais ça correspond beaucoup plus à cette fameuse notion que j'ai évoquée tout à l'heure de la France dispersée. C'est-à-dire que l'idée du général de Gaulle est la suivante. De toute façon, là, à Tahiti, où vous êtes, bon, il peut y avoir une 3e guerre mondiale, vous n'aurez aucune retombée. Vous êtes à l'abri. Et donc, c'est à partir de Tahiti qu'éventuellement la France et la civilisation tout entière pourraient redémarrer. C'est assez stupéfiant, ce type de raisonnement, mais le général de Gaulle n'était pas à une phrase grandiloquente prête. Mais, donc vous voyez, alors ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand il prononce son discours en 1956, la crise de Suez n'a pas encore eu lieu, et l'urgence de la bombe nucléaire française n'a pas encore été évoquée. Donc il faut bien remettre les choses à leur place. Alors, une phrase de Gaulle vaut quand même la peine d'être citée. Fin 1962, il aurait dit « Les Polynésiens sont gentils, il ne faudra pas regarder à l'argent ». Alors comprenez en clair, vous les achèterez facilement. Bon, c'est en grande partie, vous le savez bien, ce qui a été fait. L'amiral Vichot, au moment des États généraux de 2009, avait eu une formule peut-être plus pondérée. Il avait dit « on a acheté la paix sociale à coup d'argent ». Bon. Le général de Gaulle était venu assister à un essai nucléaire le 11 septembre 1966, et je vous rappelle ce qu'il a dit donc à Papeete. Toutes les dispositions sont prises pour que cela n'ait aucun inconvénient, d'aucune sorte, pour les chères populations de la Polynésie. Alors, vous voyez le qualificatif que je lui ai mis, avec un point d'interrogation, mais qui, en fait, vous pouvez enlever le point d'interrogation. C'est pour éviter quand même les critiques un peu trop fortes. Mais il savait, quand il était à Papeete, là, le 11 septembre, il savait que l'essai auquel il avait assisté avait eu des retombées dangereuses. Ça ne l'empêche pas de dire qu'il n'y a aucun inconvénient d'aucune sorte. De Gaulle était déterminé face aux critiques. Et dans les archives, notamment dans les mémoires de Jacques Foccart,
on trouve un certain... non, là c'est dans les mémoires d'Alain Perfit, on trouve une phrase de Gaulle qui est excédée par les critiques qu'on porte aux essais nucléaires, et il dit « Notre bombe est pacifique. C'est même ce qu'on a inventé de plus pacifique depuis que la France existe. » Naturellement, pour comprendre ça, il faut vous souvenir de ce que j'ai dit, hein, ce qu'était une arme de dissuasion. Une arme de dissuasion, ce n'est pas une arme d'offensive. Hein. Donc, lui, il comprenait ça comme ça. Hein, on fait la bombe pour ne pas avoir à s'en servir. Hein. Voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre dans l'esprit du général de Gaulle. Alors, de Gaulle, notamment, avait été très fâché lorsqu'il a appris que les Néo-Zélandais protestaient contre les essais. Et alors, dans le Conseil des ministres, il dit « Qui proteste ? Des ligues de vieilles demoiselles ?» Hein. Voilà comment il a traité par le mépris les réactions néo-zélandaises. Bon, je ne l'ai pas mis sur mon écran, mais une petite phrase du général de Gaulle aussi qui est assez amusante. Lorsque il avait l'impression que les travaux du CEP n'avançaient pas. Alors, il se fâche et puis il demande à ses ministres d'accélérer les choses. Et quelque temps après, il y a un ministre qui le dit « Mon général, rassurez-vous, tout sera prêt à temps. Nous avons envoyé quelques centaines d'ouvriers portugais pour faire les travaux. » Et de Gaulle dit « Ah, les Français sont formidables. Quand ils le veulent, ils y arrivent. » Hein, vous voyez, mais c'était des Portugais qui avaient fait le boulot. Bon. Alors, mon objectif, c'était de vous raconter comment s'était implanté le CEP, quelle avait été en quelque sorte la chronologie. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait encore étudier. Mais le temps va nous manquer, éventuellement je répondrai à vos questions. Alors, ce qui serait intéressant à étudier, ce sont les réactions de la classe politique et des populations. Bon, j'avais le premier livre que j'ai écrit ici en 1993, je crois, oui, en 1993, c'était La bombe française dans le Pacifique, qui faisait état justement de la docilité assez relative, mais docilité quand même, de la classe politique et de la population, parce que l'argent arrivait à flot et que ça arrangeait beaucoup de choses, beaucoup de gens. Il faudrait étudier le contrôle qui s'exerce sur la vie politique. Alors, j'ai un projet au mois de novembre, avec mes collègues de l'université, on va faire un colloque et on va inviter notamment l'archiviste qui, aux Archives nationales, s'occupe du fonds Jacques Faucard, et il va venir faire un exposé qu'on va rendre public sur la Polynésie encadrée militairement, comment dirais-je, psychologiquement par l'armée et par les différents services de l'État, où il va montrer que finalement il n'y a plus aucune liberté pour la vie politique. Dans les archives de l'armée, on trouve des choses étonnantes. Par exemple, à un moment donné, il y a une note qui dit l'Assemblée va débattre du CEP. Ça va être très difficile pour nous, mais, alors il cite un personnage dont je ne vous dirai pas le nom, mais Monsieur X va orienter les débats de telle sorte que ça se passe finalement bien. C'est-à-dire que vous voyez, donc tout a été contrôlé et acheté. Il faudrait étudier naturellement les bouleversements économiques et sociaux. Il faudrait étudier les conséquences sanitaires et environnementales. Mais ça, je laisse le travail à mon ami Bruno Barillot, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Moi, j'ai très peu travaillé sur cet aspect des questions. Et puis, pour terminer, si vous voulez, avant de passer au débat, je vais vous dire comment j'ai ressenti la venue de M. Alain Juppé. Alors, on pourrait résumer sa venue par la phrase suivante. Il y a 21 ans,
je me suis trompé et je vous ai menti. Aujourd'hui, suivez-moi aveuglément, vous ne courrez que des risques négligeables. Voilà. Voilà. Donc je conclus sur cette venue d'Alain Juppé parce que on s'aperçoit que les hommes politiques ont fait leur succès sur les essais nucléaires et maintenant ils essayent de faire leur succès en faisant croire qu'ils vont réparer les dégâts. Voilà, c'était ma conclusion.